Excellent dimanche à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidande et tout de suite l'essentiel de l'actualité. La société Fab Rwanda, en collaboration avec l'entreprise Dubaï, va bientôt construire au Rwanda une usine d'assemblage des machines pour la fabrication de matériel et technologies de pointe à 3 dimensions. L'objectif est de réduire le coût d'importation des divers produits dont on a besoin dans le pays. Kassim Issouf nous fait le point. Le directeur de la société Fab Lab Rwanda, Bizimana Dani, indique que l'importation des machines à technologie de pointe 3D est chère et que c'est pour cette raison que Fab Lab Rwanda a signé avec la société de technologie de Dubaï, Acumec, des accords de partenariat pour l'assemblage de ces machines au Rwanda afin de réduire leur prix. Il s'agit d'un projet d'emmener environ 20 machines afin que leur assemblage soit d'abord effectué ici au Rwanda pour un coût de plus de 400 000 $, mais cela peut augmenter selon la croissance du marché et nous ne sommes pas les seuls à en avoir besoin. En tant que Fab Lab, nous l'attendions avec impatience parce que ces autres laboratoires que nous nous apprêtions à ouvrir ou ce que nous avons ouvert, nous avions le problème de les importer à un prix élevé, mais ça va être moins cher. La société américaine Google a récemment placé le Rwanda dans la catégorie des pays africains qui ont beaucoup investi dans la technologie et qui vont bientôt goûter aux fruits de leurs efforts. Lorsque le président de la République, Paul Kagame, a participé aux cérémonies d'attribution des prix aux jeunes qui ont présenté des projets très performants dans le cadre du Hanga Pitch Fest, il a fait observer que la technologie et l'innovation sont en train de préciser la direction de la transformation du pays. Technology and innovation are driving Rwanda's transformation. La technologie et l'innovation sont en train de diriger la transformation du Rwanda. Même si c'est encore insuffisant, c'est pour cette raison que nous devons travailler beaucoup parce que si vous voulez diriger une économie fondée sur les connaissances, ce qui est essentiel, qu'on observe également dans différentes parties du monde, cela repose seulement sur la manière que vous vous êtes préparé à saisir cette opportunité de façon que la différence dépendra de l'intérêt que vous y apportez, comment vous y investissez et savoir sa valeur réelle. Dans tous les pays développés, ce qui est le souhait pour notre pays, le point commun est que les universités et les acteurs du secteur privé s'y investissent et l'exploitent. Cela ne doit pas être différent pour l'Afrique. And productive. In Africa, it's not going to be any different. L'objectif du Rwanda est de mettre en place une économie fondée sur les connaissances et d'être le centre de la technologie dans la sous-région. Lorsque le monde entier, et en particulier le Rwanda, était confronté à la pandémie de Covid-19 en 2020, le taux de croissance de la technologie était de 29%. Et oui, en février 1994, au groupe scolaire Marie Merci Kibero, une manifestation étudiante a poussé l'administration à décider de suspendre le cours. Plus tard, l'administration est venue demander aux élèves de retourner à l'école et les génocides les a surpris loin de chez eux et les massacres ont commencé. Mutiganda Innocent est l'un des survivants de cette hécatombe dans cette école. Il a décrit devant l'Assemblée, donc à Arabi également, le déroulement des tueries sur place. Le maire du district, Moïse Bertin, a exhorté les jeunes, en particulier ceux qui n'ont pas vécu les génocides, d'être caractérisés par la bravoure, le patriotisme et le respect de la vie.
Il les a invités à protéger tout le monde sans aucune distinction et à combattre les divisionnismes et la haine, ainsi que le divisionnisme et la négation du génocide perpétré contre les Tutsis. Plus de 100 étudiants Tutsis ont été tués au groupe scolaire Marie Merci de Kibero. Le maire du district de Rubavu-Kabogo, Île-de-France, a reçu ce dimanche au poste frontalier la corniche entre les villes de Gisenyi au Rwanda et Goma en République démocratique du Congo. Son homologue, le commissaire général de la police, Makossa Kabeya François. Ils ont notamment visité certaines activités de développement dans la ville de Gisenyi. Après cette visite, ils ont pris la route pour Kigali, où ils vont participer à la réunion qui va se pencher sur le commerce frontalier. Sur l'objectif de cette visite, écoutons le maire de la ville de Goma. La ville est belle, c'est propre. C'est comme si j'étais aussi dans une partie de la ville de Goma, franchement. Alors, je n'ai pas été dans les fonds, mais ce que j'ai visité, plus ou moins 40% de la ville, en tout cas, je suis impressionné par et les constructions et la façon même dont les véhicules sont en train de rouler. Ça montre une certaine discipline, une certaine organisation. Cela m'a marqué. En ce qui concerne les jetons pour la circulation de nos populations, c'est aussi notre souhait, mais c'est à débattre avec les services d'immigration. Nous avons la DGM, la Direction générale d'immigration, avec ses lois, ses recommandations. Et c'est à partir de là qu'on parle avec eux, on envoie à Kinshasa pour une réponse. Mais quant à moi, en ce qui concerne la ville, et tout ce qui se passe en dehors de la frontière, et s'il y a des problèmes et qu'on m'informe, on cherche toujours à trouver solution. Mais quant aux jetons, ce n'est pas moi le décidaire. C'est au niveau de la migration, comme vous le dites chez vous. Chez nous, c'est au niveau de la Direction générale des migrations. Voilà un peu, monsieur. Et mon équipe, même les gens de l'immigration, tout le monde sera là. Nous aurons à échanger face à face et certaines choses trouveront des solutions. Bon, à Kigali, je vais dans une mission, un atelier conférence avec des experts qui vont venir de Kinshasa et d'autres que nous allons trouver sur place à Kigali et les maires et certains services de Goma pour parler de certains problèmes. Comme ce n'est pas encore dit là-bas, moi je ne sais pas dire ça ici. Nous allons poursuivre avec la Banque populaire du Rwanda. Les anciens actionnaires de la Banque populaire du Rwanda se plaignent de ne pas bénéficier des dividendes de leur part depuis qu'elle a fusionné avec d'autres institutions financières. Ils souhaitent que tout soit fait pour qu'ils obtiennent leurs actions et les intérêts irrélatifs. La direction de la banque affirme donc que la chose sera suivie de près. Suivez. Munyanyindi Mathias, âgé de 62 ans, habite à Ndera dans le district de Gasabo. Il dit avoir été actionnaire de la Banque populaire en 2000 du fait qu'elle était proche de lui. À cette époque, nous étions des bons partenaires et c'était une banque facile pour moi en termes de retrait et de dépôt d'argent. Comme son nom l'indique, c'était une banque pour tout le monde, qu'on soit agriculteur, homme d'affaires, employé ou sans emploi. On était toujours sûr que chaque fois qu'on aura besoin de l'argent, on l'obtiendra. Par après, la Banque populaire a ensuite fusionné avec d'autres, de sorte que certains de ses actionnaires sont maintenant confus quant au sort de leurs actions.
byarahindutse ngo ntabwo ikiri populaire. J'ai entendu dire qu'elle était passée de la banque populaire à une banque commerciale. Plus tard, ils ont effectué la décompte des actions et ont promis de nous payer, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, ce que nous demandons, c'est qu'ils nous rendent nos actions ou s'ils les ont vendues, qu'ils nous donnent aussi les bénéfices. Kuko baduha n'amanyungu kuko nabo bagiye kunguka. Le problème des citoyens anciens actionnaires de la Banque populaire a également été soulevé à la Chambre des députés où la députée Suzanne Mukaijore a indiqué que ces citoyens ne savent pas à quel sang se vouer. Les banques populaires créées en 1975 ont débuté avec un statut de coopérative, puis sont devenues une banque commerciale qui a également été vendue plus tard, y compris les actions des membres de la Banque populaire. Maintenant, les gens ne savent pas où se trouvent leurs actions et je trouve donc qu'il est nécessaire que le ministre des Finances vienne expliquer au Parlement le fonctionnement de la Banque populaire afin que les gens puissent obtenir des réponses sur le sort de leurs actions. Le président du conseil d'administration de la Banque populaire du Rwanda, Georges Ruwagumya, indique qu'au cours des 3 ou 4 dernières années, cette banque a connu divers problèmes qui ont fait que certains de ses membres ont perdu confiance suite aux ennuis incessants auxquels elle était confrontée. Ce sont les actionnaires qui ont construit la banque, mais à cause de ce que nous avons traversé et de toutes les péripéties qui se sont succédées, quand vous mettez de l'argent dans une tontine ou à la banque, vous en retirez du profit. La deuxième chose est que vos actions augmentent également en valeur et les anciens clients ne savent pas si leurs actions ont augmenté en valeur. Donc, en termes simples, ils n'ont réalisé aucun profit. Maintenant, la première chose que nous envisageons de faire est de leur donner les titres de leurs actions. Nous exhortons également les autres actionnaires intéressés à acheter ces actions afin que le rôle des Rwandais dans cette banque ne diminue pas. Mais lorsqu'on veut quitter la banque, KCB a mis l'argent de côté. Nous voulons d'abord les connaître. Et autre chose que je dirais, c'est que la valeur de leur investissement a été calculée et nous sommes prêts à le leur donner. Les anciens clients de la Banque populaire sont invités à contacter les agences de la Banque populaire afin d'indiquer ce dont ils ont besoin, soit qu'ils souhaitent continuer à travailler avec la nouvelle institution bancaire ou recevoir leurs actions et partir. Comme chaque dimanche, nous avons un invité pour l'entretien de la semaine, bientôt la trentaine, depuis ses 15 ans. Jessica Gerondal Mwiza, franco-rwandaise et militante de la mémoire, conférencière et blogueuse. Elle place la mémoire du génocide des Tutsis au centre de ses engagements antiracistes. Bienvenue à cette grande édition du journal en français sur RTV. Merci. Alors, nous allons parler du négationnisme, du génocide en général, plus particulièrement du génocide perpétré contre les Tutsis. Ma question, selon vous, comment se manifeste ce négationnisme? Il y a plusieurs choses. Déjà, on rappelle souvent que le négationnisme existe concernant tous les génocides, tous les crimes contre l'humanité. Il y aura toujours des personnes pour dire « ça ne s'est pas produit comme ça, il n'y a pas eu autant de morts que ça, les responsables ne sont pas ceux que l'on prétend ». Ça existe toujours. Pour le génocide contre les Tutsis, il y a plusieurs formes. Il y a bien sûr les premiers concernés, les génocidaires, qui essaient d'expliquer que les Tutsis auraient provoqué leur propre génocide, que c'était une guerre civile seulement avec tout le monde qui s'entretuait. Et ça, on sait malheureusement que c'est des discours qui sont entrés dans les esprits. Il y a ceux qui le font sciemment, qui le font exprès, comme je viens de dire, les génocidaires, leurs alliés, les anciens complices. Et il y a toutes les personnes qui ont trop entendu ces histoires et qui les répètent automatiquement.
Il y a aussi évidemment le sujet qui revient sans cesse du double génocide qui n'a jamais eu lieu, le génocide qui aurait pris place au Congo contre les Hutus. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut retrouver même dans les productions antiracistes en France. C'est pour ça que j'en parle de plus en plus, parce que les personnes qui ne connaissent rien de notre histoire se permettent de dire « vous parlez du Rwanda, du génocide contre les Tutsis, oui mais et le Congo ?» Et ça, c'est vraiment un discours qui existe depuis longtemps, nous le savons, mais qui est en train de prendre en puissance. Oui. Voilà. Et donc avec Laetitia Tran Ngok, vous avez publié déjà dans un grand journal de Kigali, un article qui a été beaucoup lu ici au Rwanda. D'entre eux, vous dites, aujourd'hui nous vous écrivons pour tirer la sonnette d'alarme face à la réalité inquiétante. Même si le Rwanda a gagné en crédibilité et en popularité sur la scène internationale, nous sommes sur le point de perdre la guerre médiatique. Quel message vouliez-vous envoyer ? Ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il y a des personnes qui considèrent que le combat est presque terminé, qu'on a assez expliqué les choses, qu'on a assez déconstruit les discours négationnistes et que quelque part, la vérité va éclore d'elle-même. Ce qu'on observe, c'est que ce n'est pas le cas. C'est que les négationnistes sont trop nombreux, trop organisés dans énormément de pays, pas seulement sur le continent africain, mais en Belgique, en France, en Suisse, aux Pays-Bas, vraiment partout. Et que, quelque part, si on se repose sur les lauriers des travaux de nos aînés, on va perdre vraiment ce qui est une guerre médiatique et une guerre des réseaux sociaux. Oui, et puis souvent par ignorance, la jeune génération peut déformer les faits ou tout simplement par provocation. Vous avez déjà remarqué ça aussi, je pense. Oui, on a déjà remarqué ça. Beaucoup d'ignorance, beaucoup de mal-être aussi de la part d'une jeunesse rwandaise de la diaspora qui très souvent ne peut pas parler du génocide en famille, qui ne peut pas en parler dans leurs entourages, et donc ils construisent une histoire du génocide contre les Tutsis qui est fabriquée de toutes pièces avec ce qu'ils peuvent voir sur une série Netflix, Black Earth Rising, dans des propos complètement délirants de personnes qui pensent parler des droits de l'homme au Rwanda mais qui font du négationnisme du génocide contre les Tutsis. Et comme ces personnes-là sont souvent isolés, pas dans les associations et aussi dans un entre-soi, ça fait beaucoup de mal. Oui. Et puis il y a ceux qui sont à la base du négationnisme, veulent souvent promouvoir une propagande qui nie la réalité historique avec donc un objectif de couvrir les crimes commis par ces mêmes responsables et qui veulent réhabiliter un système. Bien sûr. Et on a beaucoup de ces personnes qui s'appuient sur leurs alliés en France, des journalistes, qui sont souvent assez anciens, toujours bien intégrés, et qui vont par exemple inviter des personnalités comme Hubert Védrine sur des plateaux télé très diverses, très souvent, ou bien dans des journaux papier comme Marianne en France, qui est encore très lu, et qui a gardé cette ligne éditorialiste de Pierre Péan qui expliquait que non, il n'y avait que 200 000 Tutsis qui avaient péri pendant le génocide et que le FPR était responsable du génocide. Donc on a toujours ces problèmes-là, des responsables de premier plan qui ont cette voix qui est toujours forte et il ne faut pas le sous-estimer. Oui, ces agissements sont aussi motivés par la haine et souvent ceux qui continuent de propager ces discours sont nés bien après les génocides. Comment on peut expliquer cela ? On peut expliquer cela parce que je pense qu'ils ont été vraiment dans des cercles extrémistes, des cercles très idéologisés, et que ça devient de la religion. On ne peut pas vraiment débattre avec ces personnes. Moi, je pense qu'il faut déconstruire leur idéologie en public, mais quand on leur parle directement, leur discours, c'est tellement dogmatique que même la vérité la plus élaborée, la plus prouvée, ils ne peuvent pas l'entendre. Oui, que faites-vous en France pour contrer ce genre de discours quand on sait qu'une grande partie de la classe politique en France, à l'époque notamment de François Mitterrand, continue à nier vigoureusement le fait ? Déjà, on dénonce, on ne laisse rien passer. On ne se dit pas qu'un propos négationniste n'est pas grave, qu'on peut laisser passer les choses. On va toujours réagir, demander des explications, demander des corrections, des excuses. Et ensuite, c'est beaucoup d'éducation.
C'est beaucoup d'éducation pour raconter l'histoire réelle et ne pas laisser les histoires réécrites prendre le devant. Oui, un effort important a été fait pour la normalisation des relations entre la France et les Rwandais, et vous avez vous-même ces deux parties en vous. Sur le plan de poursuite contre les présumés génocidaires, quelques arrestations ont été opérées, notamment l'un des plus célèbres, Félicien Kabuga. Qu'en est-il pour les autres criminels, présumés criminels, qui courent toujours, qui mènent une vie tranquille en France ? Nous attendons. On demande à chaque fois où les dossiers en sont, à ce qu'ils soient accélérés, comme le président Macron l'a promis. Et maintenant, le problème reste qu'on nous répond toujours cette chose inadmissible de la justice française qui n'aurait pas assez de moyens, qui n'aurait pas assez de temps, qui n'aurait pas assez de personnel. Pour nous, cette réponse, elle n'est pas acceptable. Quand je dis nous, c'est les associations qui sont parties civiles dans les procès. Parce qu'il y a une solution très simple à ça, extrader. Et qu'on ne comprend pas pourquoi, aujourd'hui encore, la France considère que non, la justice rwandaise n'est pas capable de mener à bien ses procès, quand la justice française laisse des dizaines d'années s'écouler, et donc une certaine impunité. Surtout, prenons le cas de Félicien Kabuga, qui malheureusement est très âgé. Si la justice traîne, s'il traîne d'être jugé, il risque de mourir sans être jugé, justement. Exactement. Il y a ce problème-là et aussi celui des témoins qui sont un petit peu fatigués de devoir venir, revenir, et qu'on leur explique que ça va peut-être être dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça c'est pas normal. La dernière question, pour terminer, il y a cette amélioration des relations entre Kigali et Paris. Comment vous appréciez cette avancée diplomatique et dans plusieurs plans entre le Rwanda et la France ? Moi, j'aime toujours quand les pays s'entendent bien, quand les chefs d'État s'entendent bien, ça permet de travailler. Maintenant, c'est vrai qu'on attend des vraies actions. Parce que les déclarations politiques sont très importantes, mais il faut que ça soit vraiment suivi d'actions quantifiables sur le terrain. C'est le plus important. En tout cas, merci beaucoup à Jessica Girondal-Mouiza. Je rappelle que vous êtes franco-rwandaise et que vous êtes, je ne l'ai pas mentionné au départ, vice-présidente des Ibuka France. Donc vous êtes militante, conférencière et blogueuse. Merci d'être passée. Merci beaucoup. Et vous allez rester avec nous car nous allons poursuivre avec cette édition. Alors, dernier élément de cette page nationale, nous allons donc évoquer avec vous, certains habitants de la ville de Kigali disent avoir besoin que les organes concernés fournissent des explications sur le plan directeur de l'utilisation des terres dans la ville de Kigali. Ils disent ne pas connaître son contenu et qui les affecte négativement. Kassim Youssouf. Ingabire Honorine habite dans la cellule de Gassagara, secteur de Rusororo, district de Gassao. Elle indique qu'elle paie depuis 2 ans l'impôt foncier sans savoir que sa terre est destinée à l'agriculture. Problème qu'elle partage avec d'autres habitants de cette cellule, d'autant plus que les terres agricoles ne sont pas imposables. Depuis 2019, j'ai payé 508 875 francs. En 2020, j'ai payé 446 925 francs. On payait peu, ce n'est pas possible, car au fil des jours, cela continue d'être cher. Au lieu de diminuer, la valeur augmente davantage. Elle continue en disant qu'ils apprennent les changements apportés à certaines des terres des Rusororo lorsqu'ils sont sur le point de faire le transfert de propriété foncière, en particulier lorsqu'ils sont sur le point de vendre leurs terres, ajoutant qu'elle a dû vendre une de ses autres propriétés foncières pour payer l'impôt. Elle se demande ce qui va se passer dans les jours à venir, car elle a beaucoup d'impôts à payer. Par exemple, si j'ai économisé de l'argent pour ma famille en pensant aux jours à venir, cela signifie que j'utilise actuellement cet argent pour payer les impôts et que je ne pourrai pas subvenir aux besoins de ma famille car j'aurai déjà utilisé tous les moyens disponibles. Si au moins on laissait les terres dans le domaine de l'habitat pour qu'on puisse en profiter lorsqu'on a besoin de les vendre.
En raison de ce problème des changements dans l'utilisation des terres, les habitants disent qu'il est nécessaire que les organes concernés expliquent aux propriétaires fonciers ces changements pour éviter les pertes qui peuvent survenir car la terre est leur propriété qui continue à les aider. Les parlementaires à la Chambre des députés ont en effet décidé de convoquer différents ministères pour fournir des explications verbales sur ce problème. usanga na za master plan ziri mu kigo cy'imiturire kiri muri ministère. Vous constatez que les schémas directeurs sont à l'office en charge de l'habitat au ministère des Infrastructures et on voit que le ministère en charge des terres n'est concerné que par les questions de l'utilisation des terres en général et que les problèmes de schémas directeurs sont au ministère des Infrastructures. Je demanderai que, si la Commission le permet, que la session plénière accorde au Bureau la responsabilité et qu'ensemble avec la Commission, il puisse consulter comment l'arrêté du Premier ministre a fixé les responsabilités pour qu'ensuite nous l'utilisions pour rédiger la décision appropriée. Le Conseil des ministres du 9 avril 2022 a approuvé le plan directeur pour l'utilisation des terres dans tous les districts du pays, ce qui signifie que les exigences en matière d'utilisation des terres sont énoncées dans le nouveau plan directeur. La population indique toutefois qu'elle n'est pas au courant des informations qui y sont incluses, ce qui peut conduire à une mauvaise mise en œuvre du plan directeur, surtout que les titres fonciers n'ont pas été modifiés en conséquence. Voilà, donc c'est avec cet élément que nous allons mettre un point final à cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer un excellent après-midi en notre compagnie.